Imbolambo, voici venir les rêveurs. La ville, cet été-là, fourmilla de gens en sueur et assoiffés, qui haletaient sur les quais du métro, qui combattaient le soleil avec de grands chapeaux et des habits légers, qui se pressaient sous l'ombre des échafaudages, qui se ruaient dans les grands magasins, non pour les bonnes affaires annoncées sur les vitrines, mais pour leur air conditionné. Ceux qui ne pouvaient s'échapper à la plage ou à la campagne s'entassaient dans les endroits où l'humidité pouvait un bref instant être oubliée. Dans des concerts de world music joués par des musiciens venus de loin, Kazakhstan ou Burkina Faso, dans des fêtes sur les toits où tout le monde semblait sûr d'être bien habillé, dans des marchés aux puces où le poulet qui grillait annihilait les derniers souffles d'air frais, dans des ferries pour une promenade improvisée en buvant un mauvais cocktail. Il y avait dans la ville tout un tas d'activités possibles, et pourtant beaucoup rêvaient de la fuir, d'aller dans un endroit où profiter et non subir, de s'asseoir là où l'air bouge sans écraser, où l'eau s'étale sur des kilomètres, un endroit comme les villages de la région des Hamptons. Jend avait droit à des congés payés durant les 2 premières semaines du mois d'août, l'informa Clark alors qu'il roulait sur Lexington Avenue par un matin de mi-juin. La famille comptait passer la fin juillet et presque la totalité du mois d'août à Southampton, Cindy et les garçons principalement, ainsi que quelques jours du début du mois de juillet. Question de travail, l'été ne s'annonçait donc pas trop chargé. « Je vous suis très reconnaissant, monsieur », lui dit Jend, qui se garda bien de montrer sa joie, mais qui intérieurement souriait d'un sourire plus large encore que la vallée du Grand Rift. C'était la première fois qu'il serait payé à ne rien faire en Amérique, bien que son intention fût guère de se tourner les pouces pendant ces 2 semaines de congé. Il comptait rappeler la compagnie de taxi privée pour laquelle il travaillait et ajouter de l'argent à celui qu'il mettait déjà de côté avec Nenny pour sa demande d'asile. Cindy pourrait avoir besoin d'une femme de ménage la semaine prochaine, la dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines d'août, pendant qu'Anna prendra ses vacances, ajouta Clark quelques minutes plus tard. Elle fait appel à une agence d'habitude, mais peut-être que votre femme serait intéressée. Oh oui, monsieur, ma femme, elle serait très contente, monsieur. Cindy avait besoin de quelqu'un, et Nenny, elle, avait besoin de s'éloigner un peu des seniors impotents qu'elle lavait et nourrissait d'ordinaire, bien que ce fût davantage la perspective de gagner plus en 4 semaines qu'elle ne gagnait en 3 mois qui les portèrent. Elle et Jend a discuté de la proposition seulement 5 minutes avant d'accepter, même si Nenny manquait les cours d'été, auxquels son visa lui permettait de participer. Elle appela Cindy Edwards le soir même. Jend l'avait coachée sur ce qu'il fallait dire, ne pas dire, et comment bien dire les bonnes choses, se présenta et déclara qu'elle souhaitait faire ce travail. Cindy le lui donna, mais non sans l'avoir avisé des tâches qui lui incomberaient. Tenir parfaitement une maison avec 5 chambres, faire les courses en achetant strictement les produits demandés, s'occuper quotidiennement du linge, préparer des recettes spécifiques, offrir un service impeccable à ses employeurs, s'occuper d'un enfant de 10 ans chaque fois que nécessaire, soit des journées de 12 heures, mais ponctuées de nombreux temps morts. « Je ferai tout ça très bien, madame, » dit Nenny en collant bien fort le téléphone contre son oreille. « Je vous fais confiance. Jend travaille dur, je suis certaine que vous en ferez autant. » Seulement, madame, il y a une dernière chose, ajouta Nenny. Laquelle? Je suis enceinte de 4 mois, madame. Ce n'est pas un problème pour moi, mais... Alors pour moi non plus, coupa Cindy, et le problème fut résolu. Puis cette dernière la pria de prendre le train le long de Long Island avec Anna
quand il viendrait la première semaine de juillet afin de se familiariser avec ses habitudes et les tâches qu'elle lui demanderait. Tu fais uniquement ce qu'il te demande, et exactement comme il te le demande, lui dit Jend, juste avant que Nenny ne descende les marches du métro et n'entame son trajet vers les Hamptons et ses 4 semaines de travail, pas plus, pas moins. Ah, c'est ça, dit-elle en riant. Tu crois que je vais là-bas pour faire quoi, Nenny, ce n'est pas marrant. Tu fais ton travail et tu le fais bien. Je dis ça, tu ne fais rien pour toi, tu ne dis rien pour toi. Ces gens-là, c'est notre gagne-pain. Ne t'inquiète pas, répondit-elle, en riant toujours devant son si grand sérieux, qu'elle trouvait à la fois touchant et inutile. Je ne vais pas te déshonorer. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que j'étais chez les riches. C'est ce qui était vrai. Sa famille avait été riche dans les années 80 et au début des années 90. À l'époque, son père était agent des douanes au port de commerce de Douala, et grâce à tous les pourboires que les marchands lui donnaient, qui n'étaient en aucun cas des pots de vin, pas une seule fois son père ne s'était fait graisser la patte, il l'avait juré. Ainsi qu'à ses collègues, en faisant rentrer leurs biens dans le pays, il avait été capable de multiplier par 10 le salaire annuel que lui versait le gouvernement et de s'assurer que sa famille ne manque de rien. Il vivait dans une maison en briques avec l'eau courante, possédait un frigo en état de marche, et son père était même propriétaire d'une voiture. Une Peugeot bleue des années 70, déglinguée, mais qui n'en restait pas moins une voiture, et donc un symbole de prestige à Limbé. Ils avaient été la première famille du quartier à posséder un poste de télé. Nenny se rappelait encore ses premières heures de la télévision à la fin des années 80, quand CRTV ne diffusait que de 18h à 22h. Dès 17h45, tous les enfants du voisinage investissaient le salon et, assis par terre, attendaient le commencement de la télé. Quand la neige, que les enfants appelaient riz, finissait lentement par disparaître pour révéler le drapeau camerounais, tous les enfants gloussaient d'excitation, et les adultes, serrés sur le sofa et assis sur des chaises disséminées partout dans le salon, leur disaient de cesser de faire du bruit. La télévision fonctionnait, personne n'était autorisé à faire le moindre bruit quand celle-ci fonctionnait. Les enfants devaient regarder les nouvelles en silence, pendant que les adultes commentaient les atrocités perpétrées en Afrique du Sud, chaque fois qu'une image de Nelson Mandela apparaissait, se demandant quand ces mauvais hommes blancs allaient finir par libérer cet homme bon. Les enfants devaient regarder les documentaires en silence, regarder les dessins animés et leurs personnages qui parlaient trop vite, qu'ils appelaient porcou porcou, en silence aussi. Pas un bruit non plus quand la CRTV diffusait une série, quelle qu'elle soit, anglaise, française ou américaine, ces sitcoms que les enfants comprenaient à peine, mais devant lesquels ils gloussaient quand deux personnages s'embrassaient et grognaient quand une bagarre éclatait. Le seul moment où les enfants étaient autorisés à parler était quand passait un clip vidéo. Ils étaient alors encouragés par les adultes à se lever et à danser sur les chansons de Prince Eyango, Charlotte Mbango et Tom Yoms. Et chaque fois, ils se levaient et faisaient une démonstration enflammée de leur plus beau pas de Makossa, roulant leurs petits fessiers en agitant les bras de gauche à droite, avec la plus grande ferveur, poings serrés, souriant à n'en plus finir. Pouvoir regarder leur musicien préféré chanter dans une boîte, quel privilège était-ce là? Nenny sourit à ses souvenirs, tandis qu'elle prenait place dans le train. Elle était adolescente à l'époque, mais en tant que cadette de la fratrie, elle n'était pas autorisée à toucher au poste de télé. L'allumage et l'extinction du poste étaient un droit réservé à son père et à son frère aîné. À présent, à Limbé, même un enfant de 3 ans pouvait allumer et éteindre un téléviseur. Une maison sur 3 en ville avait CNN, même si curieusement, la maison de ses parents ne l'avait pas.
Son père avait arrêté de travailler au port commercial en 93, forcé au départ par un patron bamiléké qui voulait mettre l'un des siens à sa place. Sans préavis, le père de Nenni avait été muté à un poste autrement moins lucratif au trésor public de Limbé, puis il avait perdu sa sœur, déjà veuve 6 mois plus tard. Il laissait derrière elle 3 enfants. Elle laissait derrière elle 3 enfants qu'il n'eut d'autre choix que d'adopter et d'élever aux côtés de ses 5 autres. Avec la perte de son prestigieux poste arriva la perte d'un certain pouvoir et d'un certain respect dont il avait joui en tant qu'homme fortuné. Les gens le saluaient toujours des 2 mains, mais beaucoup arrêtèrent de venir le visiter chez lui, sachant qu'à leur départ, il ne recevrait plus leurs 5 ou 10 000 francs CFA pour payer le taxi. Il était maintenant retraité et vivait d'une maigre pension, sans plus d'attributs que son nom, en plus de la vieille Peugeot bleue qui dormait dans le garage de sa maison en briques.